Chers participants, bonsoir, bon après-midi à vous tous et bienvenue au troisième cours de la formation d'aujourd'hui sous le nom Le marketing digital. Ce cours se tournera autour du content marketing, présentation et définition du content marketing, les différents outils du content marketing et enfin le métier du responsable content marketing. Tout cela avec Dr. Hala avec Dr. Hala Ben Abdel Nabi, membre du corps professoral de l'université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr. Hala. Dr. Hala, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre formation. Merci beaucoup, docteur Malek. Donc, bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, on va entamer une nouvelle séance qui tourne autour du marketing de contenu, où vous pouvez le trouver aussi sur Internet, ce qu'on appelle le content marketing. Donc, c'est quoi le marketing de contenu ou le content marketing? C'est le fondement, en fait, d'une stratégie de marketing digital réussie. Donc, ça permet d'attirer du trafic, d'améliorer le référencement, de générer des leads, de fidéliser les clients et de renforcer votre image de marque. On a parlé dans les séances précédentes de l'inbound marketing, le fait d'attirer le consommateur, le client vers votre site. À travers quoi? On a dit l'autre fois, à travers la diffusion et surtout, avant ça, la création d'un contenu de qualité. Donc, en fait, le content marketing, c'est le bras droit de l'inbound marketing. Donc, il y a vraiment un lien très solide entre l'inbound marketing et le content marketing. Donc, c'est quoi en fait le content marketing comme définition? Donc, c'est l'ensemble de contenus qui sont produits par l'entreprise qui a pour objectif de toucher une audience cible et d'acquérir ou fidéliser des clients. Donc, le content marketing assoit la crédibilité de l'entreprise. Donc, le contenu diffusé doit être bien sûr de qualité et apporter une réelle valeur ajoutée à l'internaute qui le lira. On va voir comment on pourra créer un contenu de qualité parce que là, l'objectif, bien sûr, d'attirer le consommateur, de l'attirer le visiteur. On a vu avant ça les différentes stades du consommateur selon plusieurs stratégies, on essaiera de transformer le visiteur en prospect, en client, etc. Donc, c'est très important, d'accord, de faire attention à la création de ce contenu qui doit être de qualité. Donc, l'information qui va être lue par le client doit le convaincre de votre expertise et de votre savoir-faire pour qu'il puisse bien sûr envisager une éventuelle collaboration ou carrément une transaction commerciale. Donc, le content marketing peut être rédigé par des entreprises. Les entreprises peuvent être rédigées le content, c'est-à-dire vous pouvez faire ça euh, une entreprise peut faire appel à d'autres entreprises spécialisées dans le content marketing pour rédiger un contenu de qualité. Bien sûr, les entreprises peuvent embaucher des employés pour rédiger ce contenu. Et là, c'est l'idéal pour n'importe quelle entreprise parce que pour faire appel à une autre entreprise, à une entreprise tierce, ça coûte de l'argent et ça demande plutôt une compréhension plus accrue de la réalité de l'entreprise. Alors que si on fait appel à des employés qui sont propres, qui travaillent pour le compte de l'entreprise et connaissent mieux l'entreprise. Bon, c'est d'un côté. D'autre côté, le content marketing peut être rédigé par des personnes qui développent leurs activités, c'est-à-dire qui peuvent être des entrepreneurs individuels ou carrément qui recherchent un emploi, donc à la recherche d'un emploi. Donc, pour le dernier cas, pour les gens qui cherchent de l'emploi, il s'agit de ce qu'on appelle du personal branding. Il y a cette appellation qui est plus particulière qu'on appelle le personal branding. Donc, la marque, ça devient vous, la personne. Donc, dans ce cas, quand on parle du content marketing, il est appliqué au marketing de soi.
qui peut être, qui peut consister en un blog diffusant un contenu de qualité qui atteste d'une expertise auprès d'un employeur, etc. Donc, vous allez faire, pour les gens qui cherchent de l'emploi, ils peuvent utiliser le content marketing, d'accord, pour bien sûr créer un contenu de qualité et pour faire, d'accord, mettre en avant ses qualités professionnelles. Donc, il y a plusieurs cas où on peut utiliser le content marketing. Il est utilisé pour les entreprises, pardon, par les entreprises ou par les personnes. Donc, à ce stade, il faut faire attention. Le content marketing ne doit pas être confondu avec le brand content qui concerne le storytelling de la marque et notamment, bien sûr, les approches qui sont centrées sur l'histoire et non sur le produit lui-même. Donc, il y a vraiment, on voit sur Internet, vous allez voir qu'il y a carrément une petite confusion entre le content marketing et le brand content. Donc, il faut faire attention, il faut faire la différence entre les deux. Donc, c'est quoi il y a des différences qui sont vraiment très, très importantes. Donc, si on parle de l'objectif, le marketing de contenu, il a pour objectif d'attirer et fidéliser un public cible. Pardon. Alors que le marketing de marque, ou bien ce qu'on appelle le brand content, ou on dit aussi marketing de marque, il a comme objectif de construire et renforcer l'image de la marque. Donc, pour le marketing de contenu, il est plutôt centré sur le public, sur la cible de l'entreprise, alors que le marketing de marque, il est centré sur la marque elle-même. Donc, j'ai parlé, il y a dans les séances précédentes, j'ai dit que il faut comprendre une chose très importante. Il faut vraiment être patient dans le monde digital. Les résultats ne se font pas par un clic de doigt, mais il faut vraiment être patient, attendre des mois pour voir le fruit de vos efforts. Donc, le marketing de contenu, qui est le fondement du marketing digital, donc les résultats, ils peuvent être vus, d'accord, sur le long terme. On travaille ça sur le long terme. Alors que le marketing de marque, vraiment sur le court terme, parce qu'en fait, quand on va diffuser une publicité ou on va faire des parrainages ou des événements où on va euh, faire se centrer notre effort sur la marque, les résultats, on pourrait les voir sur le court terme. Donc, pour le marketing de contenu, les exemples, on va les voir tout à l'heure. On peut utiliser les blogs, on peut utiliser l'infographie, on peut utiliser les livres blancs, on peut faire appel à des vidéos, à des webinars, aux live réseaux sociaux, etc., etc. Alors que le marketing de marque se concentre sur les publicités, les slogans, les parrainages, les événements, etc. Donc, il y a vraiment une différence de taille entre le content marketing et bien sûr le brand content ou le marketing de marque, comme on appelle en français. Maintenant, on va voir ensemble les outils du content marketing. Donc, il existe une variété de contenus qui ont vocation à être utiles, donc en phase avec la stratégie de l'entreprise et les besoins d'une audience cible. Donc, ils sont plus ou moins fastidieux à concevoir, mais constituent un bon levier commercial et bien sûr de communication. Donc, voici les différents outils du content marketing. On peut utiliser le dossier thématique ou comme on appelle le livre blanc. En anglais, on utilise le e-book. On va aussi voir le cas client. On va faire aussi attention à tout ce qui est infographie en plein essor maintenant, utilisé non seulement par les contents, par le marketing de contenu, mais
plusieurs d'autres stratégies. On va voir aussi les podcasts qui ont vraiment pris vraiment. On a vu le développement des podcasts, surtout suite à la pandémie du Covid-19. On va voir aussi les vidéos en ligne, donc Internet vraiment engorge de plusieurs, 10 millions de vidéos en ligne. On va voir comment on utilise ça pour créer un contenu de qualité pour les entreprises. On va voir aussi les webinaires. Les webinaires, ils sont très utilisés aussi. Aussi le live sur les réseaux sociaux et en fin de compte, on va voir le blog. Bon, pour cette formation, donc, je vais parler du dossier thématique, du cas client, l'infographie, les podcasts, les vidéos en ligne, les webinaires, les lives sur les réseaux sociaux. Et je vais consacrer la séance prochaine pour les blogs parce que, il y a beaucoup de choses à dire pour les blogs. Et donc, j'ai pensé à consacrer toute une séance pour les blogs. Donc, on va voir juste les différents outils sont le blog qu'on va aller voir la semaine prochaine. Donc, on commence par le dossier thématique. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi le livre blanc, ou vous pouvez le trouver en anglais, le e-book. Donc, c'est un outil de content marketing par excellence. Tout le monde utilise maintenant, on voit que plusieurs entreprises et plusieurs marques utilisent cet outil très intéressant et très puissant. Donc, il s'agit d'un document en fait traitant d'une thématique précise et qui offre une réponse à une problématique, d'accord, émanée du client, qui émane du client. Donc, si on prend un exemple, si vous êtes un architecte, par exemple, vous pouvez rédiger un dossier thématique intitulé «Quel choix adopter pour faire construire une maison respectueuse de l'environnement?» Par exemple, une maison vraiment qui utilise les panneaux solaires, une maison qui utilise des matériaux qui respectent l'environnement. Et, on essaye de recycler les déchets pour construire cette maison. Plusieurs idées, d'accord, qui tournent autour de cette maison respectueuse de l'environnement. Donc, dans votre livre blanc, vous pouvez donner des pistes de réflexion pour aider d'éventuels futurs clients à se projeter dans leur projet de construction. Bien sûr, avant de contacter un architecte compétent. Et surprise, c'est qui l'architecte compétent que l'intendant, quand il va lire le livre blanc, il va dire, tiens, peut-être celui qui a rédigé ce livre-là est peut-être un architecte compétent et peut-être il y a une forte chance, en tous les cas, de contacter l'architecte en question. Donc, c'est ça l'intérêt du livre blanc. Donc, ces dossiers se caractérisent par un contenu, bien sûr, à forte valeur ajoutée. Vous voyez que si je suis en train de chercher comment construire une maison, bien sûr, avec un détail de taille qui est une maison, c'est pas n'importe quelle maison, mais une maison respectueuse de l'environnement. Donc, il faut penser à à rédiger un contenu de qualité, d'accord? Bien sûr, à forte valeur ajoutée, qui va aider euh, les futurs maîtres de ces maisons-là à construire la maison en question. Donc, les caractéristiques, donc il faut comprendre qu'on est sur l'Internet. Donc, ce livre blanc doit être téléchargeable sous forme PDF. Donc, c'est un livre. Donc, c'est intéressant de penser à offrir d'accord, ce dossier sous format PDF, bien sûr gratuitement, mais il y a une contrepartie, donc contre une adresse email professionnelle, bien sûr, et ou d'autres informations telles qu'un nom, un numéro de téléphone, une fonction, etc. Donc, idéalement, il faut exiger à minima les coordonnées en vérifiant bien la cohérence entre l'adresse mail, email fournie et l'entreprise citée avant de délivrer votre contenu. Bon, il faut comprendre une chose. Il y a des cas où on fait appel à, c'est-à-dire l'entreprise qui va chercher à télécharger
le PDF, si on est dans le cadre de B2B, c'est-à-dire business to business. Mais si on est dans le cadre de B2C, donc ce n'est pas la peine encore d'exiger le nom d'une entreprise ou un email professionnel. Donc, un individuel, un individu, c'est-à-dire sans vraiment avoir, sans posséder un email professionnel, il peut livrer, il peut donner son email perso et télécharger le PDF. Donc, tout dépend du secteur d'activité de l'entreprise. Donc, c'est quoi l'intérêt de ce type de contenu? Bien sûr, et de démontrer votre expertise en apportant des réponses à vos prospects, aux clients. Il faut revenir à l'exemple de l'architecte qui veut donner des astuces, qui veut donner des conseils. Donc, il faut vraiment montrer votre expertise, votre savoir-faire, comment vous allez traiter les points de la problématique du client, etc. Donc, il ne doit évidemment pas tout dire. Et ça, la clé. Donc, si je vais lui donner tous les détails, donc à quoi ça sert? Il va revenir vers vous. Donc, en fait, il doit évidemment ne pas tout dire, mais au fait, mais quand même, il faut donner des pistes de solutions et de réflexion. Donc, in fine, dans une logique d'inbound, et là, on est toujours dans la logique inbound pour le content marketing, l'objectif est de persuader l'internaute de travailler avec vous. C'est ça l'objectif du livre blanc. Donc, dans ce genre de dossier, vous pouvez donner la parole à des clients, à d'autres acteurs du secteur ou encore à des partenaires. Afin, bien sûr, on est là on est toujours dans cette perspective de création de contenu de qualité. Donc, on essaye d'enrichir le contenu à l'aide des visions et de partage d'expériences variées. Donc, les lecteurs pourront alors embrasser plus facilement le sujet et se projeter dans des cas concrets. Donc, pour le contenu, il faut viser une dizaine de pages pour donner de la crédibilité à votre récit. Donc, pour les deux dernières pages, il faut insérer un édito sur l'entreprise, sur votre entreprise, ses valeurs, ses services. Il faut vraiment présenter votre entreprise pour savoir si au fil des pages, le client, il a déjà pris note, il a déjà construit une image de votre expertise, une image de l'entreprise. Donc maintenant, il faut l'aider à comprendre encore plus votre entreprise, ses services, ses valeurs. Et bien entendu, il faut mettre les coordonnées de l'entreprise avec le contact et le nom de la personne qui a rédigé le dossier. Vous savez, quand on essaie de déguiser la curiosité des lecteurs, à la fin, il faut leur donner, parce que ça y est, on a déjà semé les pistes, on a déjà, comment on dit, aiguisé leur curiosité. Ils veulent maintenant savoir qui a rédigé, qui est cet expert derrière ce livre blanc. On veut peut-être le contacter, pardon, pour élucider d'autres points, pour clarifier encore plus. Donc, il faut savoir, il faut vraiment penser à mettre toutes les informations sur l'entreprise, sur votre entreprise et bien sûr sur celui qui a rédigé le dossier en question. Donc, c'est très important de penser bien sûr, à soigner ce document-là, à soigner bien sûr l'écriture, l'orthographe. Bien sûr, on est toujours dans cette logique inbound où le lecteur va faire attention à tous les détails, hein. Donc, il faut bien penser à bien rédiger, à bien trouver les mots adéquats, à produire un contenu de qualité, tout simplement. Donc, pour diffuser le contenu et collecter des contacts en retour, parce qu'on est là aussi, on essaye bien sûr de collecter les contacts, hein, parce qu'on est toujours dans cette logique de inbound où on veut faire la conversion, hein. On va transformer le visiteur en client, en prospect, en client, etc. Si vous vous souvenez de l'entonnoir qu'on a déjà parlé dans les chapitres précédents. Donc, pour diffuser le contenu et collecter des contacts en retour, il y a une astuce très intéressante. Donc, vous pouvez créer ce qu'on appelle une landing page. Donc, c'est quoi landing page? Il s'agit d'une page spécifiquement créée donc, pour assurer la promotion de ce dossier.
qui est rattaché à votre site. Parfois, on trouve le livre blanc sur le site, par exemple, on peut cliquer sur le site. Il serait plus intéressant et comme conseil de consacrer une landing page carrément pour le livre blanc. Mais bien sûr, il doit être rattaché au site. Donc, landing page présente le contenu et sa valeur. Donc, bien sûr, on va mettre le sommaire du livre, l'introduction, la présentation des contributeurs, etc. Et le met à disposition des utilisateurs. Bien sûr, on est toujours dans la même logique, c'est-à-dire l'inbound, sous condition de renseigner un formulaire de contact comprenant au moins un champ email, au moins, c'est-à-dire il faut demander l'email, d'accord, l'adresse mail. Donc, une landing page est également composée d'un call to action. On a parlé de call to action dans les chapitres précédents, qui présente une action, clairement une action orientée. Exemple, télécharger le livre blanc. Donc, vous incitez la personne à faire une action. Dans notre cas, bien sûr, le téléchargement du livre blanc. Donc, il doit être engageant pour faciliter la conversion. On pratique un beau taux de conversion avoisine les 20%. 20%, c'est un très bon taux de conversion. Donc, une fois le contenu téléchargé, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut faire toujours le follow-up. Une fois le contenu téléchargé, donc l'utilisateur doit atterrir sur une page de remerciement, hein. Donc, si on a déjà téléchargé, pensez à remercier votre client, votre futur client, peut-être votre prospect. Celle-ci pourra proposer un contenu additionnel. On peut bien sûr ajouter d'autres contenus en relation avec le livre blanc ou des boutons, bien sûr, de partage social media. On peut inciter celui qui a téléchargé de le partager, bien sûr, dans son réseau social. Bien sûr, ici, dans l'objectif de faire quoi? D'inciter l'utilisateur à aller plus loin dans son engagement avec votre contenu et votre entreprise. Vous pensez toujours, d'accord, à l'engagement, bien sûr, à encourager l'engagement avec le contenu et surtout avec l'entreprise. Donc, vous voyez, toujours le content marketing, on est toujours dans cette logique de l'inbound où on veut attirer le client, etc., hein. On est dans l'inbound marketing. Donc, ça y est, il a téléchargé, peut-être il a peut-être, hein, on ne sait jamais, on ne sait pas, mais at least, dès le départ, on a essayé de l'inciter à partager. Il a téléchargé, on a récolté son email. Donc, il faut exploiter évidemment la base d'email que vous avez récoltée. En faisant quoi? En contactant les personnes suite à leur téléchargement. Donc, ça, il a donné son email, elle a téléchargé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas attendre, pas plus que 48 heures, maximum 72 heures. Il faut le relancer par email en proposant des contenus similaires et en cherchant à mieux comprendre leur motivation à télécharger ce contenu. Pourquoi il a téléchargé? Est-ce qu'il a un but derrière ça? Est-ce qu'il a des besoins spécifiques? Est-ce qu'on peut l'aider à comprendre qu'est-ce qu'il cherche ou bien on pourrait répondre à ses besoins? Donc, il ne faut pas hésiter à les appeler s'ils ont laissé un numéro, parce qu'en fait, là, quand il laisse un numéro, c'est qu'il donne carrément, peut-être, quelque part, l'autorisation de les appeler. Si je n'ai pas envie qu'on m'appelle, je ne donne pas mon numéro, je donne mon email. Ou bien je clarifie carrément, par exemple, et là, je vais ouvrir des parenthèses, quelques petites parenthèses. En fait, il faut comprendre que si je sors du contexte livre blanc, je parle maintenant en général. Si, par exemple, un client vous donne son numéro, d'accord? Ou il donne son email, ou il donne, par exemple, son adresse postale. Il faut penser à poser la question à votre client. Par quel moyen vous voulez être contacté? Est-ce que vous voulez être contacté par mail, par SMS, par appel téléphonique
ou bien par adresse mail. Laissez-lui la chance, donnez-lui le moyen pour choisir lui-même par quel moyen il veut être contacté. Bon, si je donne un numéro, c'est que forcément, éventuellement, je n'ai pas vraiment un problème quand vous m'appelez, hein. D'accord? Sinon, je ne donne pas, hein. Il ne faut pas tout mettre ça sous, c'est-à-dire, il ne faut pas cocher cette case comment dirais-je, elle ne doit pas être obligatoire, cette case. Il faut lui donner la possibilité de choisir de donner ou non. J'espère que c'est clair. Donc, il ne faut pas obliger les clients à donner leur numéro de téléphone. Un email, ça suffit normalement. Il n'y a pas un problème parce qu'en fait, il va télécharger un livre. Il doit donner en contrepartie son email. C'est connu pour le livre blanc. Mais peut-être s'il a donné son numéro de téléphone, vous pouvez le contacter. Mais si je sors du contexte du livre blanc, il faut toujours donner le client le moyen de choisir par quel type de communication, par quel moyen il veut être contacté. Donc, n'hésitez pas à les appeler s'ils ont laissé un numéro. Vous établirez ainsi un premier contact, et là, c'est un contact très précieux, hein. Et vous serez fixé sur le degré de maturité de la relation que vous pouvez construire. Et là, je dis toujours, pour les gens qui font la vente en ligne, si vous recevez par exemple, une demande d'achat, d'accord? Il faut toujours faire le follow-up et appeler la personne après avoir donné son envie d'acheter tel ou tel produit de votre site. Appelez-le, d'accord? Parce que c'est un moyen de rassurer le client et c'est un moyen pour comprendre est-ce qu'il est sérieux le client, est-ce qu'il veut faire l'achat sérieusement. Surtout, je parle pour les achats qui vont être, surtout, hein, pour les achats qui vont être réglés à la livraison. S'il va payer sur le champ, il n'y a pas un problème. Déjà, il est engagé, il va payer, donc il veut acheter. Mais parfois, on voit des options où le client, il veut acheter, mais il ne veut pas payer qu'à la livraison. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je dois l'appeler pour voir. Est-ce qu'il est sérieux ou non? Je dois fixer avec lui la date exacte, d'accord, de la livraison. Je vais lui dire peut-être avant 24 heures, monsieur, je vais vous appeler pour confirmer, d'accord, la livraison de votre colis, par exemple. Si il passe la commande, il donne sa carte de crédit, il va payer en ligne, il n'y a pas un problème. Déjà, il est sérieux, il va acheter. Mais en Tunisie, par exemple, je vais vous dire qu'après la pandémie du Covid-19, on a eu un développement énorme des transactions en ligne, mais on voit que la plupart des clients, ils ont encore peur de donner les détails de leur carte de crédit. Donc, ils ont toujours cette possibilité, ils ont toujours envie, quelque part, de payer à la livraison. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les appeler. C'est la même chose pour les livres blancs. Quand ils ont téléchargé le livre blanc, ils ont donné un email ou bien, mieux encore, un numéro de téléphone. C'est intéressant de les appeler pour voir le degré de maturité de la relation qu'on pourrait construire avec lui. Donc, c'est très important de faire le follow-up avec le client. Bien sûr, quand on dit un follow-up aussi, on peut le faire après l'achat, si on parle de transactions commerciales. Donc, si il a acheté déjà, il a reçu son colis ou bien le produit en question, il faut toujours faire le follow-up, c'est-à-dire il faut l'appeler pour voir est-ce qu'il est satisfait ou non, est-ce qu'il a des réclamations ou non. Donc, il faut toujours appeler le client pour voir avec lui s'il y a des problèmes, s'il veut réclamer, etc. Je vais vous montrer un exemple d'un e-book, c'est-à-dire un livre blanc de Microsoft. On va voir qu'il a consacré un landing page pour les livres blancs, bon, on va voir ici les livres blancs, les e-books. Il a mis dans la même page les rapports et les white papers. Les white papers, c'est vraiment, ils ont presque il y a quelques similarités avec les e-books, mais le White Papers, c'est comme son nom l'indique, c'est quelques pages et non pas un e-book, c'est pas vraiment
un livre avec plusieurs pages. Donc, si je vais voir, par exemple, ces livres blancs, on va voir comment on va procurer ce livre blanc. Donc, on va voir que vraiment, c'est très élaboré. C'est pas juste un email. Donc, il faut donner le nom, le prénom, l'email. Bon, ici, on voit que Microsoft, elle va très loin et elle demande carrément le téléphone et l'email et et tous les détails sous forme de demande obligatoire. Donc, je dois donner le last name, le nom de famille, je dois donner l'email, je dois donner les numéros de téléphone. Ici, on a donc c'est vraiment vous devez donner votre entreprise, le nom de votre entreprise. C'est quoi votre rôle? C'est quoi votre aussi pays ou région. Donc ici, c'est vraiment obligatoire de fournir Please complete required fields. Donc c'est vraiment obligatoire de donner tous ces détails-là pour avoir le livre blanc en question. Faut comprendre? En fait, Microsoft, vous savez que le livre qu'on essaie de l'avoir, c'est Three Smart Ways to Exceed Your Customers' Digital Expectations. Donc ici, vraiment, c'est très pointu. Donc normalement, donc ce sont des entreprises qui cherchent à avoir ces détails-là. Donc c'est intéressant d'accord, de donner votre. C'est important pour Microsoft de collecter l'entreprise en question, parce qu'en fait, c'est du B2B carrément, hein. Donc, c'est important. Donc, tout dépend de l'entreprise, en fait, comment elle essaie de collecter les détails, d'accord, et pour plusieurs raisons, d'accord, pour l'entreprise, pour comprendre, d'accord, et pour aussi enrichir sa base de données et avoir, d'accord, des détails sur les éventuels prospects. Donc, tout dépend en fait de l'entreprise, hein. Dans ce cas, Microsoft, elle a exigé carrément plusieurs détails. Donc, vraiment, donc, tout dépend des objectifs de l'entreprise. Vous pouvez juste demander un email. Dans d'autres cas, vous voulez avoir plus de détails sur le client. Vous pouvez, si on est dans le cas de B2B, il faut donner le pays. Microsoft, maintenant, vous connaissez que c'est un géant multinational, donc une entreprise multinationale, donc le géant du web. Donc, il demande même la région et le pays où elle opère cette entreprise, etc. Donc, tout dépend de plusieurs facteurs, d'accord, pour demander ce livre blanc. Voici un autre cas, un autre exemple de livre blanc. Donc, il y a juste ce lien donc, pour télécharger le livre blanc. Donc, il faut donc s'inscrire carrément. Donc, pour avoir le site et pour télécharger. Donc, tout dépend de plusieurs facteurs. Vous pouvez juste demander un email, vous pouvez demander le numéro. Si vous croyez que quand vous appelez les clients, vous allez décrocher encore plus son intérêt, son attention, vous voulez causer avec lui. Converser avec le client, c'est intéressant de lui demander son numéro de téléphone. Mais dans plusieurs cas, un email pourrait suffire. Passons maintenant à un autre outil du contact marketing, ce qu'on appelle le cas client. Donc, le cas client, c'est un bon moyen de valoriser vos références et de prouver votre expertise. Donc, il permet de mettre en avant un projet concret ainsi que vos méthodes de travail de succès. Donc, à travers ce type de contenu, vous pouvez valoriser vos plus grands clients et vos plus petits. De cette manière, vous assurez votre attractivité auprès d'une pluralité de cibles. Donc, plusieurs cibles, on pourrait l'atteindre à travers ce cas client, on va le voir. Donc, le cas client peut être disponible à l'instar comme le dossier thématique, le e-book ou bien le livre blanc, en format PDF ou alors carrément sous format vidéo ou bien sous format photo. Carrément, ça pourrait être juste une photo. Donc, pour le format vidéo, il est très engageant et facilite d'autant plus le lien avec le client. Il sera
le plus souvent laissé en libre accès avec l'objectif, bien sûr, de maximiser sa visibilité. Donc, tout le monde peut voir cette vidéo, donc ça doit être en libre accès. Le cas client, les formats sont variés, comme j'ai dit. Donc, il existe 1000 possibilités pour valoriser les résultats et les livrables, donc vidéo, speed motion, carousels, etc. Donc, je donne un exemple de cas client photo et vidéo. Donc, certains comme Beaton Matériel Dentaire, aménageur de cabinet dentaire, optent pour un cas client photo des résultats uniquement. Ils donnent juste les résultats sous forme de photos. Vous voyez? Donc, il donne, d'accord, des photos de ses réalisations, d'accord? Donc, les cabinets dentaires qu'il a déjà réalisés. Donc, voilà un cas assez intéressant donc, pour donner une petite idée sur l'expertise de ce groupe et de son savoir-faire, comment les détails par exemple, le cabinet dentaire les détails sont très précis, donc il y a vraiment aménagement de l'espace optimal, etc. Donc, ça donne une idée sur l'expertise, d'accord, de l'entreprise en question. Passons maintenant à un autre outil qui est l'infographie. Donc, c'est un moyen aussi de représenter l'information de manière visuelle. Donc, on peut utiliser des schémas, des icônes, des dessins, des chiffres. L'information est entièrement retraitée, d'accord, pour s'intégrer dans un grand visuel racontant une histoire avec des images et très peu de texte. Donc, il faut ici comprendre l'infographie. Donc, on essaye de minimiser le maximum les textes et de rédiger le minimum et instead, ou bien plutôt, il faut euh, comment dirais-je, il faut se focaliser plutôt tout ce qui est visuel, tout ce qui est schéma, icône, dessin, etc. Et laisser à côté un peu les textes, d'accord? Donc, ce contenu a une forte capacité virale s'il délivre de la formation de qualité. Si je donne, par exemple, des informations, par exemple, je suis architecte, si je donne, par exemple, je fais de l'infographie, je donne des dessins, par exemple, sur le secteur du bâtiment, par exemple, le nombre de personnes, par exemple, qui utilisent les matériaux nobles, qui sont respectueux de l'environnement. Si je donne des chiffres clés, si je donne des dessins, si je donne de l'infographie, il y a bien sûr ce qu'on appelle le contenu il peut être viral carrément, il peut être repartagé des millions de fois, des milliers de fois avec d'autres personnes. Donc c'est intéressant de soigner. Vous voyez que les images captent toujours l'attention bien plus que euh, le texte. Donc, surtout quand on va utiliser des couleurs attrayantes, des images qui sont très captivantes, etc. Donc, il faut bien soigner l'infographie, hein. Donc, l'infographie est lue beaucoup plus facilement qu'un article, bien sûr. Si je vais voir une infographie, c'est plus facile de lire, de capter l'information, ben, plus qu'un article, hein. Donc, mais le problème, c'est qu'elle demande un travail important de conception et ça nécessite idéalement l'intervention d'un graphiste, hein. Donc, si je ne sais pas si vous êtes un entrepreneur, et vous voulez vraiment créer un contenu de qualité pour votre entreprise, donc il faut, si vous allez utiliser bien sûr l'infographie, il faut vraiment s'investir ou bien dans un, c'est-à-dire si vous allez faire appel à un graphiste, ou bien il faut vraiment s'investir, il faut vraiment apprendre et apprendre à faire des infographies. Donc, sur Internet, il y a des tutorials comment on pourrait faire des infographies. Vous pouvez aussi utiliser des outils de création graphique. Vous pouvez utiliser aussi des outils en ligne comme PictoChart, Infogrames ou carrément Canva, où il y a quelques modèles en ligne gratuits. Vous pouvez l'utiliser ou vraiment, il faut vraiment
apprendre à utiliser cet outil qui est très intéressant, qui est très important pour la création de contenu de qualité. Si vous trouvez que vous n'avez ni le temps, ni les moyens, plutôt ni le temps, ni l'envie de s'investir à apprendre l'infographie, il faut dans ce cas faire appel à un graphiste qui va vous aider énormément pour la création de ces contenus de qualité. L'infographie s'intègre parfaitement en article de blog, surtout, dans lequel vous expliquez, par exemple, plus en détail le contenu synthétisé. Donc, ça donne ainsi plus de sens et de corps à l'infographie. Et bien sûr, facilitant le partage par d'autres et nourrissant votre SEO. Donc, quelques conseils pour l'infographie. Donc, il faut ne pas oublier à signer l'infographie de manière à bien indiquer que vous êtes l'auteur de ce contenu. On voit que, bien sûr, quand l'infographie, pardon, elle est bien créée. Ça peut être volé, on peut les voler facilement par d'autres internautes et les approprier carrément. Donc, il faut penser à protéger votre contenu et donc il faut apposer votre logo, vos coordonnées, etc. sur l'infographie. Comme ça, quand ils vont repartager votre infographie, on va connaître, d'accord, qui est l'auteur, qui est le créateur derrière cette infographie. Il faut autoriser, bien sûr, le partage de ce contenu, bien sûr avec citation de l'auteur. Vous facilitez, bien sûr, il faut peut-être, comment on va faire, voir avec un lien. Donc, il faut mettre peut-être insérer un lien. Comme ça, vous allez, le lecteur ou bien celui qui va partager, donc, ou celui qui va surtout voir votre infographie, il peut cliquer par exemple sur le lien et aller voir votre site. Donc, vous allez faciliter ainsi la viralité tout en conservant bien sûr la propriété du document. Donc, ça reste toujours votre propre infographie, votre propre propriété. Donc, il faut aussi dater l'infographie, surtout si ça contient des chiffres qui, bien sûr, évoluent d'une année à une autre. Si on reprend l'exemple de l'infographie de l'architecte, si vous parlez, par exemple, par exemple, des matériaux qui sont, par exemple, si je vais donner des chiffres, pardon, sur les matériaux, par exemple, si par exemple, je cherche à prouver, je cherche à convaincre les lecteurs que les bâtiments, par exemple, qui respectent l'environnement, ils sont vraiment moins chers que les autres matériaux, par exemple. Je donne des chiffres. Par exemple, je dis, par exemple, les matériaux, par exemple, coûtent tel montant, mais il faut donner une date. Parce qu'en fait, ça pourrait décrédibiliser votre propos si vous avez donné ces chiffres-là, par exemple, en 2024, mais il y a eu, par exemple, une crise économique mondiale, il y a eu, par exemple, la montée du coût des matériaux, etc. Et ça ne crédibilise pas vos propos. Si je vais voir votre infographie en 2027 après une crise et je vais voir les chiffres, je vais dire, ah bon, il ne sait rien, celui-là n'est pas un expert. Alors que c'est pas vrai, cet architecte-là, peut-être, il a donné les chiffres en 2024 quand vraiment ces matériaux coûtent tel montant. Donc, c'est intéressant, d'accord, de donner, de dater l'infographie et de mettre la date. Si vous avez utilisé des chiffres et des sources pour les données, il faut aussi les mettre. Par exemple, si je vais parler, par exemple, je suis intéressée par exemple au commerce mobile, je vais dire que le nombre d'abonnés au smartphone ont évolué worldwide ou ont évolué en Tunisie. Je donne une source, par exemple, une source, comment on dit,
sérieuse, c'est pas sérieuse, mais une source officielle, voilà, pour bien sûr donner de la crédibilité à vos propos. Je vais mettre par exemple une source bien connue comme Statista ou bien une source officielle comme ministère de la communication et de télécommunication, etc., du pays en question. Donc, il faut toujours penser aussi à donner des sources. Je vais vous donner un petit exemple d'infographie. Voici une infographie assez intéressante qui donne des idées sur le global warming. Donc, vous voyez l'utilisation des images, l'utilisation. Bon, ici, vraiment, si je vais donner quelques critiques, il y a il y a un texte quand même. Il y a beaucoup de textes et vraiment, c'est pas vraiment très lisible. Bon, j'ai fait capture d'écran ici, donc c'est pour ça, vous voyez pas vraiment euh, carrément les lettres, le texte. Mais ici, dans l'infographie, on voit le lien, d'accord? C'est ecoresearch.com. Ici, c'est un moyen, d'accord, de inciter le client s'il est bien sûr curieux, il veut encore voir d'autres détails, il veut comprendre encore plus le sujet. Donc, to learn more, you can help, how you can help, bien sûr, visit us en ce lien. Donc, vous allez inciter le client bien sûr, à aller sur votre site et encore voir d'autres informations qui l'intéressent. Bien sûr aussi, on voit des chiffres. Donc, ici, il y a 29 millions, il y a ici le 76% et il a donné la date en 2030 ici. Is projected, c'est-à-dire dans le futur, il est projeté d'atteindre 67% de plus dans 2030. Donc, il a donné quelques chiffres, d'accord, mais on voit l'utilisation, d'accord, des images, des couleurs, un fond blanc et des couleurs, par exemple, une couleur bien sombre pour le texte, etc. Vous pouvez trouver plusieurs infographies sur l'Internet pour voir comment on peut faire utiliser cet outil pour créer un contenu de qualité. Passons maintenant à notre outil qui sont les podcasts. Donc, les podcasts, comme vous savez, ont connu un essor immense en l'espace de quelques années. C'est pas nouveau. Ils ont été créés en 2004. Ils ont vu le jour en 2004, mais depuis 2019, ils ont devenu un support fortement plébiscité, pardon, par les marques. Donc, très prise par les marques. Donc, le podcast, pardon, est facile à consommer, peut être emporté partout. S'écouter en faisant autre chose. Bien sûr, tu peux utiliser le podcast et faire autre chose, donc c'est très intéressant. C'est pas accablant. Donc, les entreprises B2C, et c'est ce qui nous intéresse, et le B2C, B2B et le B2C, se sont emparés de ce nouvel espace de communication pour y proposer de contenu à forte valeur ajoutée. Donc, les podcasts, on a vu que les marques vraiment essayent d'être très créatives par rapport aux podcasts pour attirer encore plus de clients, pour les fidéliser, etc. Donc, si je vais prendre BM avec son podcast Hypnopolis, donc en 2020, BM marque les esprits en lançant le podcast Hypnopolis, un véritable thriller de science-fiction. Donc, on peut être vraiment très créatif quand on va faire le podcast, parce qu'il faut comprendre, il faut vraiment capter l'attention des clients qui sont des internautes, bien sûr, tout simplement, parce qu'ils sont vraiment, quand on a dit, on a déjà parlé du nouveau consommateur, il est très sollicité, donc il peut voir et écouter des milliers de podcasts chaque année. Donc, il faut vraiment sortir du lot, être très créative pour attirer des clients, pour, bien sûr, capter l'attention du client.
Donc, le podcast de BM en 2020, donc une œuvre radiophonique qui se distingue par son caractère futuriste et interactif. Donc, l'univers sonore de la première saison, il y a deux saisons, première saison d'Hypnopolis porte la signature du célèbre compositeur hollywoodien Hans Zimmer. Donc, on peut faire appel euh, à des artistes carrément de renom, d'accord, pour justement créer un contenu de qualité, hein. Donc pour la saison 2, il a élaboré les sonorités spécifiques des véhicules électriques présents dans le podcast. Donc si on va voir ce podcast vite fait, je vais vous donner un petit aperçu. Vous voyez l'utilisation des couleurs et même le Donc, en fait, vous avez vu l'utilisation des couleurs et surtout ici, le plus important, parce qu'il s'écoute, le podcast, les sonores et les effets qui ont été utilisés. Vous voyez, le compositeur célèbre Hans Zimmer, il est le compositeur de ce podcast. Donc, vous voyez comment il essaie d'attirer le client. On voit que vraiment, c'est un aspect futuriste. D'accord, c'est la science-fiction. Quand on entend les sons, ça nous donne une idée, ça pourrait nous plonger dans l'univers de science-fiction, l'univers de tout ce qui est futuriste, etc. Donc, en fait, ce podcast, c'est une série fictive produite par le groupe BM. Il combine des éléments de science-fiction, de thriller, qui se déroulant dans un monde futuriste où le protagoniste navigue dans une société complexe. La série est conçue pour captiver les auditeurs avec une narration immersive et des valeurs de production élevées, explorant souvent des thèmes liés à la technologie, à la société et à l'expérience humaine. La seconde saison de ce podcast, sorti en 2021, est signée par l'écrivain maintenant britannique Robert Valentine et propose une innovation notable. Les auditeurs peuvent, par des courtes commandes vocales, influer sur le cours des événements. Carrément, ils vont co-créer avec l'auteur avec le podcast, avec PM, d'accord, le contenu carrément des événements, le cours des événements de ce podcast. Le récit évolue donc selon les décisions prises et procurant une expérience à la fois unique et très engageante à l'auditeur. Donc, il faut vraiment puiser dans la créativité pour les podcasts parce qu'en fait, les clients, ils entendent des milliers de podcasts. Il faut vraiment sortir du lot. Il faut toujours chercher à être plus créative, plus captivant, à creuser encore plus dans la créativité pour, bien sûr, attirer et surtout capter l'attention des consommateurs. En fait, si maintenant l'entreprise veut se lancer pardon, dans le monde des podcasts, qu'est-ce elle doit faire? Donc, il faut toujours se poser la question, quel est votre objectif? Qui sont votre cible? Quelle est votre cible? Quel contenu vous allez diffuser? Quelle fréquence de diffusion et quelles mesures vous allez faire pour comprendre les retours, d'accord, et pour mesurer, d'accord, les retours et les retombées de cette action-là. Donc, il faut toujours, on est toujours dans cette idée que si on va se mettre, plutôt on va penser à lancer un podcast, ou carrément n'importe quelle stratégie de digital marketing, que ce soit contenu ou autre, il faut toujours penser aux objectifs, à la cible, au contenu, fréquence de diffusion, etc., etc. C'est ça vraiment la stratégie de podcast dans notre cas.
Passons maintenant à notre outil qui sont les vidéos en ligne. Donc, de manière générale, la production de vidéos en ligne est foisonnante. Beaucoup d'entreprises en B2B ou B2C proposent des vidéos pédagogiques pour expliquer des sujets, vulgariser certains concepts, etc. Donc, la production des vidéos est vraiment très répandue sur l'Internet et toutes les entreprises, que ce soit B2C ou B2B, utilisent cet outil-là pour euh, propager, pour bien sûr créer un contenu sur le site, sur Internet, pardon. Donc, les marques utilisent divers tutoriels en ligne pour promouvoir leurs produits et services, éduquer leurs clients, renforcer leur présence en ligne. Donc, je vous donne quelques exemples de marques qui créent et diffusent des tutoriels. Apple utilise toujours des vidéos explicatives sur les, par exemple, hein, j'ai pris l'exemple d'Apple, Sephora et Ikea. Donc, pour Apple vidéo explicative sur l'utilisation, on utilise toujours des vidéos pour montrer comment, donc expliquer l'utilisation de leurs produits. Sephora, bien sûr, des tutoriels de maquillage et de soins de peau. IKEA, tutoriel de montage de meubles. Voici un exemple de tutoriel d'IKEA. Donc, comment installer un rail pour un rideau simple. D'accord? Donc, ici, la vidéo, elle est courte. Elle ne dépasse pas 1 minute 31. Donc, donner les détails, les pas ou bien par exemple, comment on fait pour fixer, d'accord, ou installer ce rail très rapidement, sans même parler. Donc, juste comment on fait carrément, sans vraiment faire, bien sûr, euh, gaspiller ou bien faire perdre du temps aux clients. Donc, juste 1 minute 30 pour expliquer rapidement comment installer. Donc, il n'est pas toujours nécessaire, bien sûr. Maintenant, je parle pour une petite entreprise ou bien un entrepreneur qui va se lancer donc, pour créer un contenu de qualité à travers une petite vidéo en ligne. Donc, il n'est pas toujours nécessaire d'avoir les moyens d'un studio vidéo professionnel pour publier des vidéos, hein, pour qu'on soit clair. Donc, il faut bien sûr, comme en podcast, il faut faire attention à la prise son, parce qu'en fait, en podcast ou bien sûr en vidéo, il faut toujours faire attention au son, à la prise son. Donc, il faut toujours adopter les mêmes bonnes pratiques. Donc, il faut bien sûr soigner le son. Il ne doit pas être très. Il faut comprendre que les clients, ils s'intéressent à avoir l'information. Donc, il faut le capter peut-être par un son. Comme on a vu en podcast, BM a fait appel à un compositeur de renom, Hans Zimmer, pour, pour vraiment donner et bien sûr créer un contenu très créatif. Donc, il faut comprendre, donc on n'a pas besoin d'un studio, mais il faut quand même faire attention à quelques détails. Pour l'image, par exemple, donc, il n'est pas toujours nécessaire d'avoir, bien sûr, les moyens d'un studio vidéo professionnel pour publier des vidéos. Donc, il faut toujours, par exemple, ici, pour soigner l'image, il faut, par exemple, utiliser un pied sur lequel fixer le smartphone pour la caméra, pour, bien sûr, on est là pour gagner en stabilité. Vous voyez que quand on va voir votre vidéo, si l'image, elle tremble, personne ne va s'amuser à voir votre vidéo, hein. Il va cliquer, il va fermer, il va aller faire autre chose. Donc, la stabilité, c'est très important pour les vidéos. Donc, il faut bien soigner la stabilité. Il faut prendre en compte, par exemple, pardon, tout ce qui apparaît dans le champ de la caméra. Donc, en particulier, il faut faire attention à l'arrière-plan. Donc, il faut pas mettre des choses derrière, par exemple, le champ dans le champ de caméra, il faut pas vraiment, il faut, comme on dit, nettoyer. D'accord, s'il y a des poubelles, par exemple, ou bien il y a je sais pas, des vêtements, je sais pas, des choses qui peuvent donner, par exemple,
c'est-à-dire des détails qui sont inutiles, qu'il ne faut pas être présent dans le champ de la caméra, il faut les éliminer, hein. Donc, il faut aussi prendre garde à l'arrière-plan. Donc, peut-être il faut imaginer mettre le logo. Et c'est très important que le logo, par exemple, de votre marque soit présent. Donc, à l'arrière-plan, on peut le mettre le logo, bien, avec les couleurs de votre logo, etc. Il faut bien sûr aussi cadrer et quand on dit cadrer, on doit laisser un peu d'air au-dessus des têtes des personnes interviewées, bien sûr, dans le cas où on fait appel à des personnes pour prendre leurs avis, etc. Donc, si la tête des personnes il doit avoir un peu d'air parce qu'il faut comprendre qu'il ne faut pas couper la tête, d'accord? Il faut donner un peu d'espace en dessus de la tête des personnes interviewées. Passons maintenant à notre outil qui sont les webinaires. Donc, les webinaires sont fortement développés en l'espace de 5 ans. Bien sûr, la crise sanitaire liée à l'épidémie du Covid-19 a accéléré fortement son adoption. Donc, initialement, il s'agissait surtout d'une conférence menée par une personne devant un public muet, mais capable d'interagir par chat interposé. Donc, vous connaissez sûrement les webinaires, surtout à Mid-Ocean. Donc, peu à peu, les formats sont devenus hétérogènes. Ils peuvent s'apparenter à de véritables tables rondes en ligne, carrément, voire des ateliers participatifs, notamment couramment grâce à des dispositifs facilitant la collaboration entre les participants. En général, les webinaires n'excèdent pas 1 heure, comprenant une vingtaine de minutes dédiées aux questions des participants. Donc, il faut penser à ne pas s'attarder dans un webinaire. Il ne faut pas dépasser 1 heure, c'est-à-dire l'idéal dans ce cas, incluant bien sûr 20 minutes de questions dédiées aux participants. Les webinaires sont devenus bien sûr un outil puissant pour les marques afin de se connecter avec leur public, offrir de la valeur et atteindre leurs objectifs marketing et commerciaux, par exemple Adobe. L'objectif d'Adobe, l'engagement du client et l'éducation. Donc, il propose des webinaires, par exemple, sur l'utilisation de la suite Adobe Creative Cloud avec des conseils pratiques, des démonstrations du produit. Donc, on peut utiliser ça pour, bien sûr, engager, bien, encourager l'engagement avec le client. Passons maintenant à notre outil qui est le live sur les réseaux sociaux. Donc, les lives sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, Facebook, Instagram, ont connu bien sûr un fort développement. À l'instar de webinaires, ils ont pris une place très importante durant la crise sanitaire liée à l'épidémie du Covid-19 dans la vie de certaines marques qui avaient l'habitude de réunir des communautés lors des événements physiques. Donc, les lives, ils ont remplacé pendant l'épidémie les événements physiques, mais on voit maintenant que les lives, toujours, on utilise toujours les lives maintenant sur les réseaux sociaux, même si on a la possibilité de faire les événements physiques, hein. Donc, en utilisant par exemple Facebook Live, les marques peuvent créer des expériences authentiques et interactives qui soulignent l'engagement, renforçant la visibilité de la marque et bien sûr augmenter la fidélité des clients. Donc, les marques, en utilisant les diffusions en direct sur Facebook, par exemple, pour diverses stratégies de marketing et d'engagement avec leur audience. Donc, voici comment les marques utilisent les diffusions en direct sur Facebook. Par exemple, ils peuvent annoncer de nouveaux produits ou bien lancer des nouveautés. On peut bien sûr consacrer ces lives pour les questions-réponses. Par exemple, les clients vont euh, euh, poser des questions autour, par exemple, de marques de soins, quel type de peau, je ne sais pas. Bon, plusieurs types de questions peuvent être posées lors d'un live et ils peuvent bien sûr, les clients, avoir des réponses. Bien sûr, il y a des événements, faire des conférences, par exemple, il y a peut-être on pourrait couvrir des événements en direct. On peut faire des formations
par exemple, si je parle de soins de peau, on peut faire montrer comment, par exemple, utiliser ce soin sur un, par exemple, visage bien nettoyé avant, quels sont les produits qu'il faut utiliser avant le soin, etc. On peut faire des démonstrations sur les produits en question, comment les utiliser, quelles précautions faire, à faire avant de l'utiliser, après, etc. On peut donner des bons plans et on peut bien sûr profiter de ces lives-là pour faire de ventes flash. On peut faire appel à des influenceurs et à des partenaires pour leur donner les paroles, pour parler en live. Et bien sûr, on peut aussi entendre les remarques et les questions des consommateurs, des clients. On peut faire activation des campagnes de marketing. On peut bien sûr récolter du feedback et d'engagement client. Et on peut bien sûr faire appel à des experts qui peuvent présenter leur savoir-faire, d'accord, aux différents clients. Maintenant, peut-être, je vois cette question revenir plusieurs fois. Donc, si je serais demain, je suis intéressée par le content marketing et je veux être un responsable content marketing. Donc, c'est quoi un responsable content marketing? C'est un professionnel du marketing qui développe et met en œuvre une stratégie de marketing de contenu pour une entreprise. Son objectif est de créer et de diffuser de contenus pertinents et de qualité, bien sûr, qui attireront, engageront, d'accord, et essaieront de fidéliser une audience cible. Donc, les responsabilités d'un responsable content marketing peuvent inclure développer, par exemple, développer et mettre en œuvre une stratégie de marketing de contenu. Donc, c'est quoi stratégie de marketing? Ça implique de définir les objectifs, déterminer le public cible, créer un calendrier, choisir les canaux de distribution les plus efficaces, etc. Donc, d'autres responsabilités, créer et gérer le contenu. Donc, ça peut inclure la rédaction d'articles de blog, la création de vidéos, la conception d'infographies. Donc, il faut avoir hein, des connaissances, d'accord, en infographie, en graphisme. Aussi, il faut avoir une belle plume. Donc, la conception d'infographies, la production de podcasts, gestion de réseaux sociaux. Donc, il faut voir, bien sûr, comment gérer les réseaux sociaux. Donc, on peut aussi promouvoir le contenu. Il doit promouvoir le contenu, le responsable content marketing. Et donc, cela implique de partager le contenu sur les canaux de distribution choisis, de promouvoir le contenu auprès des influenceurs, de faire de la publicité pour le contenu. Et parfois, ici, les entreprises font appel à des personnes qui ont beaucoup de contacts, qui ont un réseau. Parce qu'en fait, il faut avoir des contacts, d'accord? Il faut connaître ces influenceurs, peut-être pour pouvoir les convaincre de travailler avec vous, hein. Donc, il faut aussi savoir comment analyser les résultats. Donc, ça implique de suivre les performances de contenu, d'apporter des modifications à la stratégie en fonction des besoins. Et quelles sont les compétences maintenant requises pour être un responsable content marketing? Il faut être un bon rédacteur, donc d'excellentes compétences en rédaction et en édition. Donc, les responsables content marketing doivent être capables de créer des contenus clairs, concis et engageants. Donc, il faut avoir des connaissances en marketing numérique. Donc, le responsable content marketing doit comprendre les principes du marketing numérique et être capable d'utiliser les outils et plateformes numériques pour promouvoir le contenu. Il faut avoir de solides compétences en communication. Donc, il doit être capable de communiquer efficacement avec un public cible et avec le membre de l'équipe. Et bien sûr, il doit être capable de travailler de manière autonome et en équipe. Donc, le responsable doit être capable de travailler donc de manière autonome pour gérer les tâches quotidiennes, mais il doit également être capable de collaborer avec d'autres membres de l'équipe pour atteindre les objectifs de marketing. Je pourrais ajouter d'autres compétences. Il doit s'y connaître dans la gestion de projet et doit avoir un minimal, d'accord, de connaissances dans la gestion de projet. Doit avoir aussi d'autres compétences. Il doit connaître comment utiliser les outils de graphisme en ligne. Il doit connaître, bien sûr, les différents rouages, d'accord, et techniques du marketing digital. Je vous remercie pour votre attention et j'attends vos questions. Merci.
Docteur Malek, Docteur Malek, est-ce que vous m'entendez? Docteur Malek? Docteur Malek, est-ce que vous m'entendez les autres, s'il vous plaît? Oui, oui, nous pouvons vous entendre, docteur. C'est juste que j'avais un problème de connexion chez moi. Pas de problème, Veuillez oui. m'excuser. Donc, si vous pouvez revenir au partage d'écran, D'accord. ne vous inquiétez pas. Voilà, voilà, vous pouvez revenir, docteur. Ne vous inquiétez pas. Docteur, j'ai terminé ma présentation. J'attends maintenant les questions des participants. Donc, chers participants, avez-vous des questions concernant ce que docteur Hala vient d'expliquer? Tout est clair? Oui, oui, je pense que tout est clair chez eux, docteur. Vous pouvez continuer. Oui, j'ai terminé la présentation, docteur. Donc, j'ai essayé maintenant de donner encore plus de temps pour les participants de poser leurs questions. Bon, pour la Ah, semaine prochaine. c'est la partie Ouais, question-réponse. D'accord, d'accord. d'accord. Veuillez m'excuser, j'ai cru que vous Pas n'avez grave. pas terminé. Donc, Non, pour c'est pas ceux grave. qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Donc, je pense que nous avons quelqu'un qui a levé la main. Ahmed Abdou, la parole est à vous. Ahmed, je pense que nous l'avons perdu. Donc, jusqu'à l'arrivée de Ahmed, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Alors, comment on se fait protéger contre arnaque? Arnaque? Quel type d'arnaque, s'il vous plaît? Veuillez citer s'il vous plaît quel type d'arnaque. Arnaque des données. En tant que quoi? En tant qu'entreprise, en tant qu'individu, en tant... c'est pas clair ce que vous voulez de dire. En tant qu'entreprise, je vais être arnaqué? Ou bien en tant que client? Alors, veuillez clarifier s'il vous plaît. Veuillez clarifier. Veuillez clarifier. Non, madame, particulier. Des particuliers, c'est-à-dire, je suis un client est-ce que vous allez donner vos données déjà? Comment? Vous allez faire une transaction
Ou bien vous allez donner juste faire une requête? C'est pas clair en fait. Est-ce que le client peut être arnaqué? Un individu peut être arnaqué? S'il ne donne pas lui-même ses données, comment il va être arnaqué? Il faut donner les cas de figure. Dans quel cas, selon vous, on peut être arnaqué? Oui. Comment vous allez être arnaqué? Donnez-moi le cas où on va être arnaqué. Moi, je Donc, parle du veuillez marketing. clarifier un peu, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a, madame, un protège si on donne les données? Dans quel cas? Si vous allez faire une transaction? Hmm? Parce qu'en fait, sur le net, vous êtes très exposé à plusieurs arnaques. Mais ici, on est dans le thème du marketing digital. En tant qu'entreprise, tu dois vraiment respecter les clients qui vont faire des transactions sur mon site. D'accord? Il y a des lois qui protègent, bien sûr. Là, par exemple, en Tunisie, on a une loi pour la protection des données personnelles des clients. D'accord? Il faut faire attention. D'accord? Moi, je parle en tant qu'entreprise maintenant. Il faut faire attention dans le contexte de chaque pays. Parce que, par exemple, dans l'Union européenne, il y a des lois qui protègent, par exemple, les internautes. Il y a des lois qui protègent contre la publicité intrusive. Il y a des lois qui protègent, par exemple, les clients. Mais dans d'autres pays, il faut connaître les lois, d'accord, pour chaque pays, s'il y a des lois qui protègent ou non. D'accord? Mais il faut comprendre, sur Internet, on est vraiment comment on dit, exposé à plusieurs arnaques. Et d'ailleurs, hier, il y a eu le crash, si vous avez entendu parler, du crash des systèmes informatiques pour vous montrer qu'il n'y a pas un système sans faille. Alors, que dire des transactions sur Internet? Et là, j'ai dit lors de la séance, donc en Tunisie, par exemple, les clients, ils sont très méfiants quant à leur, par exemple, la carte crédit ou bien de donner les informations personnelles, surtout par rapport aux transactions commerciales. Et donc, le problème avec la pandémie, avec le shutdown des activités, et des commerces physiques. Donc, les Tunisiens, comme tout n'importe quel autre consommateur dans le monde, ils ont switché vers tout ce qui est en ligne. Mais pour combattre le fait qu'il n'a pas vraiment confiance, d'accord, pour donner les détails de sa carte de crédit, ils ont fait quoi? Ils ont essayé, d'accord, de payer à la livraison. C'est-à-dire, je passe la commande en ligne et je paye quand je vais être livré à la maison. Donc, il faut comprendre qu'il n'y a pas vraiment un système infaillible qui vous garantit carrément, en tant qu'individu, que vos données ne vont pas être arnaquées. Même pas par l'entreprise, mais peut-être par une tierce euh, partie. C'est le risque. Donc, il faut être vigilant, d'accord, pour ne pas divulguer trop d'informations sur Internet et de faire attention. Par exemple, il y a des moyens pour voir le site s'il est sécurisé ou non. On va le voir dans le chapitre prochain. Dans le site web, l'intitulé va être le site web, le socle du marketing digital. On va voir que peut-être quand on va aller sur un site, il faut le voir, d'accord, s'il est sous forme HTTPS ou bien HTTP. Donc, on va voir les différentes formes qui vont nous aider à trouver, à voir si le site est sécurisé ou non. Mais il y a toujours ce risque-là à encourir. Le risque zéro, comme on dit, ça n'existe pas. La preuve, hier, avec le crash du système informatique dans le monde entier. Super.
Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Donc, Ahmed Abdo, Ahmed, la parole est à vous. J'espère que vous avez récupéré votre connexion. Ahmed, je pense que Ahmed a une mauvaise connexion aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Mhm. J'ai un problème micro. Pas de souci, Ahmed. Vous pouvez écrire votre question via le chat. Alors, y a-t-il des questions? Personne a des questions? Ahmed, vous pouvez écrire votre question via le chat. Y a-t-il un court format PDF? Ah, oui, vous les aurez bientôt quand l'enregistrement sera prêt. Donc, pour ceux qui ont des questions concernant le cours d'aujourd'hui, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Tout est clair? Donc, je pense que personne n'a des questions. À la fin du cours d'aujourd'hui, voulez-vous ajouter quelque chose, docteur? Je vous remercie les participants aujourd'hui. Donc, je vais terminer ce cours la semaine prochaine avec les blocs. J'ai essayé de consacrer toute une séance au bloc vu l'importance des blogs. Donc, j'essaierai de donner plusieurs astuces. Et donc, je remercie les participants. Je remercie Dr Malek et à très bientôt. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au cours d'aujourd'hui. Attention, attention, attention. Juste, nous avons fait aujourd'hui le cours le samedi, juste cette fois. Donc, nous nous verrons, Inch'Allah, la semaine prochaine, le jeudi à 18h, selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite, comme d'habitude, à 17h, selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours, inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Et ne croyez pas que nous avons encore terminé. Nous n'avons pas terminé, comme je vous l'ai dit. Nous avons toujours une séance la semaine prochaine, le jeudi, à 17h, selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite. Donc, restez nombreux. Partagez la formation avec vos proches pour ceux qui veulent accéder. Elle est totalement gratuite. Donc, à très bientôt. Nous vous verrons, Inch'Allah, la semaine prochaine ou encore le dimanche avec Microsoft 365 pour les utilisateurs finaux. Ou encore la librairie de Pantou avec Dr Noussaïba Jafar. Ou encore, vous pouvez également suivre la formation de préparation à l'examen du DALF, apprentissage de la langue anglaise, comment élaborer un logiciel à l'aide de Microsoft Access. Vous pouvez également suivre Python pour machine learning, gestion de la performance stratégique. Également, le séminaire qui a été totalement demandé, la rédaction d'une lettre de motivation. Et également les outils du marché avec Dr Mohamed.
aura lieu le mercredi, Inch'Allah, le mercredi la semaine prochaine. Et également l'atelier qui a été totalement demandé également, l'atelier de créer votre idée d'entreprise. Merci à vous tous. Nous vous verrons, Inch'Allah, dans nos prochaines activités. Nous vous souhaitons une excellente journée et au revoir.